Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Pas beaucoup de soleil au-dessus de Paris ce 27 mars 1802, de gros nuages, mais enfin tout de même, il y a quelque chose de printanier dans l'air de la capitale. En ce samedi matin, beaucoup de curieux se sont entassés, se sont amassés aux alentours des Tuileries pour voir arriver des grosses berlines diplomatiques qui entrent dans la cour du palais. Il n'y a pas encore d'arc du Carrousel à l'époque, ça viendra un petit peu plus tard. Ces berlines diplomatiques sont là parce que le premier consul reçoit aujourd'hui en audience. C'est la première fois que Bonaparte reçoit les diplomates, non pas en uniforme de général, mais en habit civil, et pour cause, incroyable mais vrai, depuis la veille, la France est en paix. On a envie de dire, enfin, après toutes ces guerres révolutionnaires, elle a signé le traité d'Amiens avec l'Angleterre, l'Espagne et la République batave, autant dire la Hollande. Ce traité, signé le 26 mars 1802, met fin à une grosse décennie de conflits qui, donc, avait commencé avec la Révolution, bien entendu. On s'était battu en France contre toutes les puissances européennes et dans un élan assez inouï, il faut l'avouer, dans un élan de conquête, la République française avait réussi à faire plier toutes les puissances une à une. Seule à motiver les combats dans son île, la Grande-Bretagne tenait tête. Le traité d'Amiens marque donc la fin d'une ère, le début d'une paix qu'on veut durable, on appelle ça la paix d'Amiens. C'est l'occasion d'une grande célébration à Paris, des salves de canons, Te Deum à Notre-Dame, fêtes publiques un peu partout et réjouissances dans les villes et les villages de France. C'est une période de paix à laquelle on est heureux de se préparer. C'est la raison pour laquelle donc Bonaparte se trouve en tenue civile, bas blanc, boucle aux souliers, n'est-ce pas? Il reçoit le corps diplomatique. Alors, faut dire malgré tout que cette année 1802 est l'occasion de quelques frictions entre le tout nouveau régime français, républicain, sous la houlette donc de ce premier consul, et la monarchie britannique. C'est vrai que Bonaparte renforce son pouvoir en devenant consul à vie 2 mois plus tard et il va faire adopter le Concordat en y ajoutant des articles organiques que le pape Pie VII ne veut absolument pas accepter, bien sûr. Mais si Bonaparte renforce son pouvoir, il a en face de lui cette Angleterre qui tient tête. Ce que Napoléon Bonaparte reproche aux Anglais, c'est de ne pas respecter certaines des clauses du traité, la plus importante étant l'évacuation de l'île de Malte. Oui, les Anglais devaient évacuer Malte dans les 2 mois, sauf que 5 mois plus tard, l'Union Jack continue de flotter sur la Valette. Et Napoléon Bonaparte est assez peu satisfait des honneurs qui sont rendus aux Bourbons. Vous savez que la famille royale de France est en exil. Pour une grande partie d'entre elles, elle se trouve donc outre-Manche. Et on associe certains princes aux cérémonies officielles britanniques. La couronne britannique leur fait trop de sourire aux yeux du premier consul. Ces nombreux agents à Londres vont envoyer des rapports, ce qui fait de Bonaparte quelqu'un de très renseigné, évidemment. Et dans le vocabulaire consulaire, le mot « paix » ne va pas tarder à faire place à un autre mot nettement moins enthousiasmant, qui est celui de « trêve ». Et on voit aussi la notoriété d'une femme ressurgir. Elle était jusque-là trop associée à l'Ancien Régime, seulement le nouveau contexte politico-diplomatique la remet en odeur de sainteté. Vous avez compris de qui je parle, de Jeanne d'Arc, bien entendu. On se remet à commander partout des statues de Jeanne d'Arc. Et l'ambassadeur britannique en prend pour son grade. Il s'appelle Lord Whitworth. Il est vraiment mal vu au moment dans les audiences diplomatiques qu'il se fait littéralement tancer et le sommet de la crise arrive dans les premiers mois de 1803. En février-mars, à plusieurs reprises, le consul à vie
Donc Bonaparte entre dans une colère noire devant tous les ambassadeurs et il va pendant 2 heures se permettre en public de sermonner le diplomate anglais, ce qui embarrasse tout le monde. Hein. On imagine la tête des autres ambassadeurs. « Vous voulez la guerre ?» dit Bonaparte. « Nous nous sommes battus pendant 15 ans, c'en est déjà trop. »« Mais vous voulez la guerre 15 années encore, vous m'y forcez !» Et il se tourne vers l'ambassadeur d'Espagne et vers l'ambassadeur de Russie. « Les Anglais veulent la guerre, mais ils sont les premiers à tirer l'épée. Je serai le dernier à la remettre. Ils ne respectent pas les traités. Il faut dorénavant couvrir les traités de crêpe noire. » Que voulez-vous que réponde l'ambassadeur anglais ? La scène va se reproduire à plusieurs reprises. Il sait maintenant que lorsqu'il va aux Tuileries, l'anglais, c'est pour en prendre pour son grade. Un jour, en rentrant à son ambassade, il écrit carrément à son ministre, donc au chancelier, au ministre des Affaires étrangères britannique, pardon. « J'ai cru plutôt entendre un capitaine de dragon que le chef d'un des plus puissants États de l'Europe. » Ça vous donne une idée quand même de la tenue de Bonaparte au cours de ces fameuses audiences. Bref. Au début du mois de mai 1803, l'ambassadeur d'Angleterre prépare son passeport, il sait qu'il va devoir quitter le pays et le 20 mai, ça y est, c'est la rupture du traité d'Amiens, c'est annoncé officiellement devant les chambres. Le but, qui est à peine dissimulé de Bonaparte, c'est de conquérir Londres militairement pour forcer les Anglais à faire la paix. Il va dire à un diplomate prussien d'ailleurs, il va déclarer, le premier consul, « Je vais hasarder l'entreprise la plus difficile mais la plus féconde en résultats effrayants que la politique ait jamais conçue. En 3 jours, un temps brumeux et des circonstances un peu favorisantes peuvent me rendre maître de Londres, du Parlement et de la banque. » N'oubliez pas ce dernier mot, il est très important dans les ambitions du consul à vie. Vous écoutez Radio Classique. Voici ce que nous dit Michel Battesti, l'historienne Michel Battesti. Bonaparte dispose pour alimenter sa réflexion d'un très volumineux corpus de projets de descente. Les stratèges ont été nombreux à proposer de résoudre le conflit franco-anglais d'un seul coup en attaquant le sanctuaire de la puissance maritime. Les archives des ministères de la Marine et de la Guerre regorgent de leurs projets. Chaque crise franco-anglaise suscite un flot de plans plus ou moins élaborés ayant pour point commun de promettre une véritable panacée pour terrasser la perfide Albion. Et c'est vrai qu'il y a eu énormément de projets. Hein. Il faut revenir notamment au plan de Breuil, vous savez, au XVIIIe siècle, à l'époque de Louis XV. Juste après le traité de Paris, Louis XV était convaincu qu'il allait lui-même envahir l'Angleterre. Et des projets comme ça, il y en a eu un certain nombre. C'est en s'inspirant d'ailleurs de ce plan qui date de l'Ancien Régime que Bonaparte, alors je l'appelle encore Bonaparte pour quelques semaines, mais vous avez bien compris que bientôt il va devenir l'empereur Napoléon Ier, il a bien l'intention de mettre ce rêve, qui était un rêve très ancien des Français, à exécution. En juin 1803, c'est-à-dire quelques mois après la rupture du traité d'Amiens, Napoléon part pour une tournée dans le nord de la France, il se rend à Amiens, à Abbeville, on se rapproche des côtes, et puis à Étaples, et puis à Boulogne-sur-Mer. Les éditions Perrin viennent de faire paraître le dernier ouvrage de Charles-Éloi Vial qui s'appelle « Les lieux de Napoléon ». C'est très intéressant parce que ce qu'a fait Charles-Éloi Vial, c'est d'évoquer toute l'histoire napoléonienne à partir des lieux où a vécu le consul devenu empereur. Et il parle de la façon qu'il a eu de les habiter. Voici ce qu'il dit, Charles-Éloi Vial, à propos de Boulogne-sur-Mer. Le 30 juin et le 1er juillet 1803, il visita le port, se souvenant sans doute de César qui y avait préparé sa propre invasion. Le premier consul poursuivit ensuite son voyage vers Dunkerque, Lille, Ostende, Bruges, Gand, Anvers, Bruxelles, Liège, Namur, Mézières, Sedan et Reims, avant de revenir à Saint-Cloud dans la soirée du 11 août. Le 28, il expédia à Berthier de longues instructions relatives à plusieurs camps militaires, dont celui de Boulogne. Plus exactement, 2 camps devaient être installés de chaque côté de la ville, celui de droite établi au lieu dit de la Tour d'Ordre, à l'emplacement d'un ancien phare romain sur un plateau offrant par temps clair une vue imprenable sur les côtes anglaises, devait accueillir plusieurs baraques en bois avec toits en tuiles peintes à l'usage du premier consul et de sa suite, en plus des dizaines de tentes et d'abris en planches couverts de chaume destinés
aux simples soldats. C'est un petit peu une ville provisoire qui est en train de s'installer de part et d'autre de Boulogne-sur-Mer pour lorgner du côté de l'Angleterre. C'est ce qu'on va appeler le camp de Boulogne. Et Napoléon se dit que si Jules César a réussi quelque chose, eh bien, lui doit pouvoir en faire autant. On dispose pas mal de batteries entre Calais et Boulogne. On construit des navires également. 20 000 ouvriers ont été sommés de construire 2000 navires. Navires qui auront pour rôle principal de transporter les troupes, évidemment, sur les côtes anglaises. Ça coûte très très cher tout ça. 50 millions de francs de l'époque. Des sommes absolument vertigineuses. Dès la fin de l'été 1803, ce ne sont pas moins de 50 000 soldats qui stationnent à Boulogne sous les ordres de Soult. 30 000 à Ostende sous les ordres de Davout et 30 000 à Étaples sous le commandement de Ney. On compte donc près de 110 000 soldats face à l'Angleterre. Alors maintenant, il faut une marine, et ça, Napoléon Bonaparte le sait. S'il est bien tout à fait le maître des terres, il est supérieur sur terre, ça c'est incontestable. Sur mer, c'est plus difficile, évidemment. La marine anglaise domine par l'expérience et l'avantage psychologique qu'elle possède sur la Royale. Voici le plan de Napoléon, qui entre-temps donc est en train de devenir empereur là dans les premiers mois de 1804. L'amiral Villeneuve, à la tête d'une flotte puissante, doit quitter Toulon, doit récupérer une partie de la flotte espagnole et se diriger plein ouest vers les Antilles. Son but, c'est d'aller créer là-bas une sorte d'abcès de fixation, attirer la puissante flotte de l'amiral Nelson du côté des côtes américaines. Et puis, une fois que Nelson se trouvera dans les Antilles, Villeneuve est censé tromper sa vigilance pour rentrer au plus vite en Europe, parvenir dans la Manche et défendre le débarquement des troupes françaises sur les côtes britanniques. Bon, ça paraît assez simple, ça, sur le papier. D'ailleurs, ça ressemble exactement aux stratégies qu'emploie Napoléon lorsqu'il est sur un champ de bataille terrestre. Et tout ça est prévu pour l'année 1805. 1804, donc, Napoléon se rend un certain nombre de fois à Boulogne. Il va vivre pendant plusieurs semaines dans ces baraques qui ont été construites pour lui, très bien décorées d'ailleurs. Ce sont de petits palais en bois, si vous voulez. Napoléon inspecte les troupes. Il se trouve qu'il y a là maintenant près de 200 000 hommes. Il inspecte la marine, il observe à la longue vue les navires anglais, il dit être constamment mouillé et heureux de renouer avec la carrière militaire qui lui manquait depuis de longs mois. Ben oui, finalement, vous savez, depuis 1801, il n'avait rien fait de très militaire. Donc là, d'un seul coup, il reprend du service, ça lui plaît. Inutile de vous dire qu'en Angleterre, on se prépare aussi. On a construit des tours sur les côtes du Sussex et du Kent. D'ailleurs, vous pouvez encore aujourd'hui, si vous longez la côte anglaise, observer certaines de ces tours qui ont été faites pour préparer l'invasion, pour parer à l'invasion de Napoléon. Le Premier ministre, c'est William Pitt à l'époque, prend les menaces françaises très au sérieux. De très gros budgets sont mobilisés pour construire de toutes ces défenses. Un grand fort est construit à Douvres. Le gouvernement anglais planifie la réaction de son armée au cas du débarquement des Français. Si jamais c'était un succès pour le nouvel empereur, eh bien, il faudrait réagir. Et après tout, si Napoléon allait entrer dans Londres, si on le retrouvait à Westminster, vous imaginez, et s'il allait jusqu'à loger à Windsor. Franck Ferrand sur Radio Classique. À l'été 1805, ça fait 2 ans que la paix d'Amiens a été rompue. Près de 150 000 hommes résident maintenant à Boulogne et sur les autres villes côtières. Et tout dépend maintenant des nouvelles de l'amiral Villeneuve, évidemment. La mission de ce pauvre Villeneuve, je dis déjà ce pauvre Villeneuve, à l'époque on ne sait pas dans quelle situation il va se mettre. Sa mission a été plus difficile que prévu. Au moment où il quitte les Antilles, on est en juin 1805, il rencontre une flotte britannique au large du cap Finistère, qui après une courte bataille, cette flotte va l'obliger à prendre le cap du plein sud vers Cadix, alors qu'il devait se rendre à Brest normalement Villeneuve. Il est trop prudent pour le plan ambitieux qu'on lui a confié, cet amiral Villeneuve. Il n'a pas l'audace qui est nécessaire pour mettre en œuvre les plans voulus par Napoléon. Il va rester, vous le savez, dans Cadix pendant des semaines entières, au cours
cours desquels le moral de ces marins est en train de chuter. Quand Napoléon apprend ça, il entre dans une de ses fameuses colères. Il est furieux, il juge cette conduite infâme, il traite l'amiral de lâche. Voici ce qu'écrit Charles-Éloi Vial. Napoléon revient à Boulogne avant le 3 août 1805 pour un dernier long séjour. Encore décidé à son arrivée à tenter l'invasion de l'Angleterre, il finit par y renoncer dans le courant de l'été, comprenant que ses stratégies maritimes étaient vouées à l'échec. L'Autriche et la Russie levaient des troupes contre lui grâce aux subsides de l'Angleterre, mais il parvient à les prendre de vitesse. Le 13 août, il dicta à Daru un projet de campagne d'une extraordinaire précision. Le 2 septembre, il repassa quelques jours par Paris, puis se dirigea vers l'Allemagne pour porter secours à la Bavière envahie par l'armée autrichienne. En quelques semaines, les troupes massées à Boulogne firent une pirouette pour se porter sur le Rhin, ouvrant une guerre continentale décidée quasiment au débeauté, patiemment entraînée durant 2 ans sous la pluie, subissant une discipline de fer. Les garnisons des camps du nord-ouest de la France devaient par la suite former les principaux corps de la nouvelle Grande Armée. 15 mois d'exercice et de travaux suffirent pour former des hommes en état de supporter les plus violentes fatigues et une armée invincible qui, en une seule campagne, dicta des lois au reste de l'Europe. Bon, cette volte-face, c'est la plus célèbre de l'histoire, hein. On attendait d'aller envahir l'Angleterre et finalement on se rue vers le centre de l'Europe pour enchaîner les grandes victoires napoléoniennes. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors Villeneuve, pendant ce temps-là, vous me direz, eh bien il a suivi les ordres de Napoléon qui exigeait qu'il quittât Cadix. Donc il obéit, l'amiral français, et il va au large de Gibraltar le 21 octobre 1805. Vous connaissez la date, hein, c'est la bataille navale de Trafalgar, bien entendu. Il va croiser Nelson, c'est le désastre pour les Français. Quand Napoléon apprend la défaite, on est à la toute fin du mois de novembre pour lui, ses troupes ont déjà battu les Autrichiens à Ulm. Victoire d'ailleurs assez incroyable, hein, puisqu'on a capturé la moitié de l'armée adverse. Napoléon se prépare maintenant à une autre bataille qui rassemble l'armée russe et tout ce qui reste de l'armée autrichienne près d'un petit village qui est celui d'Austerlitz. Ça, c'est le 2 décembre 1805 pour l'anniversaire du Sacre. Les victoires terrestres font un peu oublier Trafalgar et l'abandon définitif de cette campagne d'Angleterre. Napoléon ne dormira jamais à Windsor, quoique dans sa tête, il ne s'agisse pas encore d'un abandon complet. Il a bien l'intention de repartir de l'autre côté de la Manche. D'ailleurs, on le voit de nouveau à Boulogne en 1810 et en 1811, et lors de son dernier passage, il demande au ministre de la Guerre d'étudier la possibilité d'une nouvelle tentative d'invasion de l'Angleterre, sauf qu'après vient la campagne de Russie, et qui c'est plus du tout d'actualité, bien entendu. À la chute de l'Empire, les baraques personnelles de Napoléon sont rouillées, en mauvais état, à moitié effondrées. En 1815, quelques enfants s'amusent à l'intérieur. Ça fait des très belles cabanes, hein, pour jouer, vous imaginez, à l'endroit où Napoléon, quelques années plus tôt, recevait ses maréchaux, ses ministres, le préfet, l'évêque. Quelques années plus tard, les habitants enlèveront définitivement ce qui restait des cabanes d'enfants. Pardon, des baraquements de l'empereur. Vous écoutez Radio Classique.